Vous allez bien au ciné? J'ai déjà mon billet. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Allez hop, à Créteil. Bienvenue sur le podcast des cinémas du Palais et de la Lucarne. Vous n'avez pas pu assister à une avant-première? Vous aimeriez bien réécouter l'intervention d'une réalisatrice ou d'un invité? Désormais, vous pouvez revivre les rencontres que nous vous proposons tout au long de l'année chez vous. Nous inaugurons ce podcast avec l'avant-première de la Palme d'Or du Festival de Cannes 2025, Un simple accident de Jafar Panahi. Nous avons eu la chance de recevoir Assal Bagheri, enseignante-chercheuse à Cergy Paris Université, sémiologue et spécialiste du cinéma iranien, pour nous parler de ce film et plus largement du cinéma de Jafar Panahi. La séance était animée par Guillaume Bachy, directeur des cinémas du Palais. Bonne écoute. On va vous laisser quelques instants évidemment pour revenir à la réalité. Je crois qu'après le film c'est nécessaire. J'en profite pour vous dire que nous inaugurons le premier débat enregistré qui nous servira après de podcast que nous partagerons avec les spectateurs. Donc je vous demanderai d'attendre que je vienne avec le micro pour poser votre question et de ne pas interférer. Je vais me permettre de poser la première question peut-être à Assal et puis comme ça vous laisse le temps de revenir et puis de lever la main et je vous verrai. J'ai lu, et tu vas nous dire si c'est une réalité, que ce film-là, Panahi l'écrit en utilisant son expérience de détenu et que c'est son passage en prison qui lui donne cette idée de construire ce récit. Est-ce que tu as vu ça aussi? Oui, il semblerait que oui, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Et de tous ces réalisateurs qui ont été à un moment donné emprisonnés, quand ils sortent, ils disent toujours, c'est ce qu'il dit Panahi et c'est ce qu'il disait aussi Rasoulov, que toujours l'expérience en fait de la prison fait en sorte et ça leur donne des idées pour écrire et que pour eux, en tout cas, c'est aussi une forme de revanche en disant voilà, oui, j'étais en prison, mais en tout cas, j'ai eu cette bonne idée de pouvoir faire ce film. Mais en tout cas, et en même temps, c'est le propre de l'artiste en fait. Hein. Il est en prison, il aura une idée. S'il sera en fait dans le jardin de Luxembourg, il aura une autre idée, je pense. Donc, c'est le propre de l'artiste et c'est ça qu'on peut définir un artiste, c'est-à-dire notamment un artiste en fait qui prend de l'expérience et essaye d'en faire en fait une fiction. C'est leur métier, je dirais. Un film coécrit à plusieurs. Je ne sais pas si Panahi a l'habitude de coécrire ses scénarios. En tout cas, là, il y a 2 scénaristes et puis un intervenant sur le scénario qui lui aussi a passé du temps en prison. Et j'ai lu aussi que Panahi disait que c'était vraiment cette rencontre-là qui avait déclenché plein de choses anecdotiques dans le film, mais qu'il construit pour en faire une réalité. Oui, alors en général, Panahi a l'habitude de travailler avec différentes personnes, même si parfois leur nom n'est pas dans le générique, hein. Aussi pour des questions de sécurité et autres, mais en tout cas c'est un scénariste qui a l'habitude de collaborer et donc là il semblerait qu'avec un des collaborateurs c'était quand même une collaboration assez intense puisque comme vous l'avez dit, donc Panahi était en prison, lui aussi en prison, et donc de ces dialogues là en fait sont nés plusieurs des dialogues qu'on entend dans le film. Mais c'est intéressant aussi, moi j'aime bien regarder les films à chaque fois en fait avec le public concerné parce que on entend des bruits dans la salle et ça dit beaucoup de choses de ce que vous comprenez, vous entendez, vous espérez ou pas. J'entendais des bruits de la salle et je me disais là les gens, certains se reconnaissent dans telle parole. Et on entend des respirations, des petites rires, et on entend que genre tel ou tel spectateur se sent proche en fait de personnages, et on a l'impression, et c'est de là où on sent en tout cas l'écriture de ce surréel finalement en fait.
Il y a plusieurs personnages, d'ailleurs c'est rare, hein, parce que les derniers films de Panahi, on avait l'habitude d'un cadre un peu resserré, de scénario avec peu de personnages parce qu'il fallait tourner vite, rapidement. Là, on a plusieurs personnages. J'ai l'impression que ces personnages, ils sont un peu des archétypes de ce qu'on peut trouver dans une prison en Iran aujourd'hui. Il y a l'ouvrier qui est révolté, il y a le reporter, le journaliste qui dévoile, il y a la femme mariée qu'on peut voir comme une femme vie liberté. Est-ce que ça représente aussi un peu le pays aujourd'hui, ces personnages-là ? En tout cas, je pense que c'est comme ça que ça a été écrit, c'est-à-dire des personnages comme archétypes dans la société et d'ailleurs avec différentes formes de pensée et discours. Alors vous dites, en fait, on a l'impression de les voir en prison, mais voir aussi dans la société iranienne, mais aussi par rapport à ce tortionnaire aussi, qui est aussi une partie de la société iranienne, l'enfant aussi, qui est une partie de la société iranienne. Vous savez aussi bien que moi combien le rôle de l'enfant est important dans le cinéma iranien, parce qu'en général, les paroles les plus sages, en fait, sortent de la bouche des enfants dans le cinéma iranien, et ça, c'est une tradition, notamment de début de la Révolution, où on pouvait pas faire dire des choses, et Panahi en était maître dans les années 90, notamment avec le ballon blanc et le miroir, où en fait tout ce qu'on pouvait pas faire dire aux adultes, on les faisait dire en fait aux enfants, qui remplaçaient d'une certaine manière le personnage d'adulte. Et en fait cette culture du personnage de l'enfant est restée dans le cinéma iranien, même là où en fait il n'a pas pris les autorisations et donc il fait dire tout ce qu'il a envie de dire à ses personnages. Quand même, les meilleures finalement paroles sages du film, qui sont rares, viennent dans la bouche de l'enfant, c'est-à-dire naïvement et simplement. Exemple, tu as tué le chien et qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu ? Vous voyez ? Donc des choses très simples mais très sensées, toujours dans la bouche des enfants. Donc archétype, oui, et puis bien sûr archétype de discours, et notamment dans les discours de ses amis qui sont entre eux, on a vraiment en fait deux types de discours très marqués. Et c'est ce que Panahi en tout cas veut dire de la société iranienne, c'est-à-dire un discours plus de vengeance et un discours plus essayer en tout cas d'arrêter le cercle de la violence. Et tout ça, ça existe bien sûr. Alors arrêter le cercle de la violence, oui, on voit qu'il y a une partie des témoins là qui veulent aller dans cette direction-là. Et puis il y a ce dernier plan qui nous laisse assis sur nos fauteuils de cinéma et qui lui dit tout aussi de la pression d'un régime qui est partout et qui, par un simple son, un simple bruit, crée l'angoisse. Beaucoup de gens ici, je pense, peuvent mieux parler de ça que moi. Bon, j'ai le micro, donc je me permets. Mais c'est le... Comment dirais-je ? C'est la marque de fabrique de tout des systèmes autoritaires, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez l'impression d'être toujours, tout le temps, surveillé. Et d'ailleurs, c'est le sentiment qu'un certain réalisateur comme Panahi a. C'est-à-dire que quand il fait son film en catimini, à chaque instant, il a peur qu'il n'a pas peur pour lui, mais plutôt pour son équipe et aussi pour son film. Tous ces réalisateurs qui font des films en catimini, ils vous le disent. Ils disent « Je ne savais pas si ça allait être fini, mon film ». Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours aussi dans ces films underground, notamment donc après le mouvement Femmes, Vie, Liberté, on a ce sentiment d'urgence. On a toujours dans le film, dans l'écriture, dans le scénario, dans le montage, ce sentiment d'urgence parce qu'ils ne savent pas si le film va être arrêté ou pas. Donc en tout cas, heureusement pour nous, ce n'était pas le cas pour ce film-là. Est-ce que tu sais un petit peu comment ça se tourne un film comme ça ? Tout à l'heure, on en discutait là pendant que le film parlait avec deux personnes qui connaissent bien l'Iran. Ils me disaient ça se passe à la fois à Téhéran, puis à la fois aussi très éloigné de Téhéran. Comment on fait pour déplacer une équipe ? Comment on fait pour placer une caméra ? Travailler, parce que là, il y a des cadres qui sont magnifiques. On pourrait parler de la mise en scène dans ce film-là. Elle est incroyable. Comment on fait pour ne pas se faire attraper ?
Ça, ce sont certaines astuces qu'il faut pas dire, n'est-ce pas? Mais en tout cas, ce qui est assez évident, que tout le monde sait, donc je peux dévoiler, c'est bien évidemment parfois les réalisateurs. D'ailleurs, on le voit aussi dans l'ancien film de Panahi, où il montre comment il fait d'ailleurs en fait. Hein. Donc, si vous avez vu son ancien film, c'était quoi le nom? J'ai oublié. L'ours. En fait, il explique exactement comment il fait ses films en catimini. Donc, il y a beaucoup de scènes qui se font, en fait, le réalisateur, c'est ce que faisait aussi Rasoulov, il n'est pas sur place. C'est-à-dire qu'il a un collaborateur dont le visage n'est pas connu par les gens ni par les autorités. Et donc, en fait, il est chez lui, dans une chambre avec un moniteur. Et il fait ça, notamment dans les endroits peuplés de Téhéran. Après, il y a dans tous ces films-là, vous avez remarqué que on s'éloigne beaucoup de Téhéran aussi, c'est-à-dire qu'on va, mais du coup, on est obligé aussi de faire en sorte que le scénario suit. Et donc, on va dans les endroits désertiques. Donc, comme on voit par exemple exactement dans la scène qui est derrière nous, et puis des scènes de l'intérieur. Alors, ce qui est très intéressant dans ce film-là, mais aussi dans d'autres films de Panahi, notamment dans Taxi Téhéran qui a super bien marché, c'est que en fait, il essaie de s'éloigner de l'appartement, de l'espace fermé, puisque lui-même il en avait fait beaucoup depuis 2009. Ceci n'est pas un film, Close Curtain, toujours enfermé. Il avait envie de s'aérer un petit peu, et donc il va choisir la voiture. Donc la voiture qui est un élément assez essentiel dans le cinéma iranien depuis toujours, parce qu'il y a un espace de semi-public, semi-privé, considéré comme public mais aussi comme privé, donc on peut y faire des choses, etc. Et là, donc par exemple dans Taxi Téhéran, il avait mis une toute petite caméra qui ne se voyait pas, à l'instar de ce qu'avait fait Kiarostami d'Antenne, et donc il se fait pas prendre. Ici, donc il va choisir une voiture qui va correspondre aussi à ce qu'il veut faire dans son scénario, un van, et donc en fait personne ne voit quoi que ce soit. Donc la caméra est à l'intérieur et tout est fermé. Finalement, tout se passe dans cet intérieur-là, et donc d'une certaine manière, son équipe reste sain et sauf aussi. Donc assez intéressant finalement comme astuce. Ça reste donc un cinéma de contrebande, un cinéma de pirate qui n'est pas souhaité par le régime, dont le scénario n'est pas déposé, il n'y a pas d'autorisation, tu le disais tout à l'heure. Donc tout ça se fait en catimini, et en même temps le film sort, il va au Festival de Cannes, il est reconnu, donc tous les acteurs sont connus par tout le monde. Comment ça se passe, ce contrat de confiance entre le réalisateur et son équipe, pour un moment dire on va faire un film où les femmes ne portent pas de voile par exemple, et où on parle ouvertement de la torture dans notre pays? Ça, c'est aussi une question compliquée, mais en tout cas, les gens qui acceptent de travailler dans ces films, ils le font par conviction sûrement. Donc, il y a une conviction derrière où on a quelque chose à dire, on connaît les risques, on va le faire. Donc, ce n'est pas un film comme un autre, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce n'est pas une comédie que vous feriez en France. C'est un film que vous faites en connaissant de cause, c'est-à-dire en catimini, dans un système autoritaire. Donc, les gens le savent, il n'y a pas de mensonge entre le réalisateur, les acteurs, le scénario, tout est assez clair, même si parfois je sais que plusieurs de ces réalisateurs n'ont pas l'habitude de donner le scénario, par exemple, c'est-à-dire mais on connaît le réalisateur, on sait que c'est Panahi, on sait que c'est Rasoulov, on sait quel genre de film il va faire. Il n'y a aucun mensonge. Donc, les gens le font sûrement par conviction. Je ne vois pas pourquoi d'autres on le ferait. Après, le système n'est pas... de toute façon, ça se voit puisque le film sort, son équipe sort, revient, etc. Donc, ce n'est pas la Corée du Nord. Donc, un cinéma existe. Le système iranien sait que le système de cinéma underground, j'aime pas le mot contrebande parce que voilà, je pense que ça fait un peu bandit et je pense pas que ces auteurs-là, ces artistes-là ne sont pas des bandits. Ce sont des gens courageux, en fait, qui font des choses assez courageuses, je dirais. Et donc, en fait, ça se sait.
Et donc, quand ils veulent sortir à Cannes, ils sortent. C'est-à-dire qu'ils ont leur passeport, ils vont à l'aéroport, ils sortent, ils viennent. Pas toujours, mais en tout cas, c'était le cas de ce film. Et après, ils retournent. Là, ils sont retournés en Iran. En général, d'après ce que je sais, quand il y a ce genre de film, il y a beaucoup d'interrogatoires après. Les acteurs, les actrices, ils y vont, ils y viennent, etc. Et puis, après, ça dépend de ce qui se passe sur le moment, à l'intérieur, à l'international. Voilà, les choses changent et ça, comment dire, c'est à géométrie variable. Voilà. Et je pense, il me semble en tout cas, je ne veux pas m'avancer plus que ça, mais d'après l'expérience et d'après ce qu'on voit depuis plusieurs années, plus le réalisateur est connu, plus c'est difficile, en tout cas, de les embêter, en fait, parce qu'ils sont connus internationalement. Et donc, le système aussi réfléchit à 2 fois avant de se dire est-ce que ça a son avantage ou a son désavantage à ce moment précis de l'histoire de l'Iran, à l'international, à l'intérieur, etc. Je vous donne un exemple assez simple. D'autres qui sont beaucoup moins connus sont très, très, très embêtés. Par exemple, Ali Ahmadzadeh, qui est un très bon réalisateur iranien, un jeune réalisateur qui avait fait un film qui a eu le Léopard d'or, qui s'appelait Mantare Bohrani. Je ne me rappelle pas comment on l'avait traduit, Critical Zone. Et donc, il avait fait un film comme ça en catimini, il est retourné en Iran, etc. Et là, récemment, c'est d'ailleurs Panahi qui a sorti la nouvelle, c'est que ils se sont allés en groupe chez lui, ils l'ont arrêté, ils ont pris tous les ordinateurs, tous les téléphones portables parce qu'il était en train de faire un film en catimini. Et donc voilà, tout son matériel a été pris. Avant, Rasulov, Panahi, tout ça, ça leur arrivait beaucoup ce genre de choses. Maintenant, ça un petit peu moins. Ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de problèmes. Panahi était en prison, Rasulov aussi. Mais en tout cas, les choses ne sont pas aussi canonisées qu'on peut l'imaginer en Occident, je dirais. Nous ne voulons pas monopoliser la parole et nous attendons beaucoup de vous parce que vous êtes les premiers à voir le film après le festival. Donc, n'hésitez pas. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Madame, je vous amène le micro. Merci beaucoup. Moi, je veux dire un cinéma clandestin. Ça passerait, non? Pour Underground. Vous pourriez le dire. Oui, alors, ce qui m'a surpris énormément, c'est les femmes. Elles ne sont pas du tout soumises. Alors, dans la réalité, réprimées comme elles le sont comme ça. C'est-à-dire, la petite fille, sa maman dans la voiture, elles ont confiance en elles, elles n'ont pas du tout peur du mari. Personne n'a peur des hommes là-dedans. Est-ce que dans la réalité, c'est comme ça? Alors, déjà, bon, dans l'absolu, certes, on regarde un film socio-réel, mais c'est un film, c'est une fiction. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Mais néanmoins, si vous regardez tous les films qu'on a vus depuis plus de 40 ans, je ne parle pas de ces films underground, même des films autorisés, etc. Je pense que si on est habitué à voir du cinéma iranien, on voit la force des femmes iraniennes. Je ne vous le dis pas parce que j'en suis une, mais je vous le dis parce que, en fait, ce sont des filtres parfois qu'on a ici qui ne sont pas aussi nets qu'il faut qu'ils soient. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est dans un système répressif patriarcat que les femmes restent soumises. C'est le contraire. L'Iran a une histoire très forte de mouvements de femmes. Énormément de femmes, et depuis l'époque, ça date même pas de la Révolution, en fait. Le mouvement des femmes, ça date de beaucoup avant. Et les femmes ont toujours essayé, en fait, de regagner les droits, etc. Vous savez que l'Iran, c'est dans les années... c'est très très tôt, alors je ne me rappelle pas exactement la date, mais c'est très tôt qu'on a eu le droit de vote. Les femmes ont eu les droits de vote en Iran. Donc ce n'est pas l'idée que vous avez, je pense que c'est une fausse idée. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'il y ait autant de films iraniens qui le montrent, parce que chaque film iranien que vous allez voir, dans chacun de ces films, vous verrez
une femme forte, des femmes fortes, etc. Et vous savez, moi qui ai l'habitude, en tout cas, qui connaît cette culture et qui voit beaucoup de cinéma iranien, ça m'arrive même pas à y penser. C'est-à-dire de me dire, il y a une femme forte, il y a un homme faible. Non, c'est une histoire d'hommes et de femmes. On est dans un système patriarcal, certes, aussi un système où les lois iraniennes ne sont pas du tout favorables, en fait, aux droits des femmes. Mais par contre, en fait, c'est un des pays où la société civile est la plus forte dans la région. Et quand on dit la société civile, ça veut dire les hommes et les femmes. Et si les femmes n'étaient pas aussi fortes, on n'aurait pas eu le mouvement le plus féministe, quand même, de toutes ces années récentes, c'est-à-dire Femmes, Vie, Liberté, dont nous fêtons d'une certaine manière la 3e anniversaire cette année. Je vous remercie, Madame, pour les commentaires que vous venez de faire, qui sont très éclairants. Moi, j'avais une question. Vous avez évoqué au début du film le terme « underground » pour décrire ce film de Panahi. Et de mon point de vue, c'est un terme qui était un peu démodé, enfin, qu'on n'utilise plus depuis très longtemps quand on parle de cinéma ou qu'on est cinéphile. Et du coup, je voulais vous demander comment vous le définissez, même si j'ai compris dans votre commentaire à l'instant que votre manière de le définir, c'est de dire ces films qui sont faits en dehors et même contre le régime. Voilà, je voudrais des précisions là-dessus, s'il vous plaît. Alors, merci pour votre question. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je parlais avec un cinéaste qui est pas connu ici, Farshad Hashemi, qui avait fait le premier film de mouvement Femmes, Vie, Liberté. C'est un film qui est pas sorti ici. Et donc, on se parlait aujourd'hui parce que j'étais en train d'écrire un article et je lui posais la question sur ce cinéma-là. Et il m'a dit, tu sais, Assal, j'aime pas cette appellation-là. Donc, l'appellation en persan, mais en tout cas, c'est ce que nous avons décidé à un moment donné d'une manière commune, notamment les chercheurs, les gens, les critiques, les gens qui travaillent sur le cinéma. Vous savez, les appellations, ça vient comme ça, de l'appeler cinéma zirzamini. Donc, le cinéma zirzamini, moi, je l'ai traduit underground, souterraine, en fait, à la base. C'est ça que ça veut dire. Qui est né, le mouvement est né, donc c'est un mouvement, donc on peut pas changer de nom comme on veut. Donc, c'est un mouvement qui est né notamment en 2009. Avant, il y avait aussi des films non autorisés, mais en 2009, en fait, quand il y a eu le mouvement vert et les élections frauduleuses de Mahmoud Ahmadinejad, il y a eu énormément de cinéastes, notamment Panahi et Rasoulov, au qui, en fait, on a interdit de faire des films. Et donc, les scénarios étaient tout le temps interdit, et donc petit à petit les cinéastes ont commencé à faire des films non autorisés, à l'époque sans argent, et notamment dans les intérieurs. D'où cette appellation souterraine, puisqu'en fait, on sortait pas des appartements pour se montrer, n'est-ce pas, avec les caméras, etc. Et donc, à la suite de cela, Rasoulov et Panahi sont restés les maîtres de ce cinéma-là, puisqu'ils ne sont jamais retournés, on va dire, au système officiel. D'autres se sont retournés, puisque les choses ont changé un petit peu. Et on arrive donc au mouvement Femmes, Vie, Liberté, en 2022, où, à ce moment-là, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe chez les cinéastes, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on interdit les scénarios, c'est que les cinéastes, d'un coup, ils se disent, il y en a plein, vous connaissez ici Panahi, Rasoulov, mais il y en a plusieurs. L'année dernière, il y en avait une 40aine de films, en fait, qui étaient faits sans autorisation. Donc, les cinéastes se sont dit, si la population est si courageuse, si nos jeunes, en fait, peuvent aller manifester pour leurs droits élémentaires, pour avoir le droit de porter ou de ne pas porter le voile, donc nous aussi, cinéastes, on va décider de ne plus aller donner nos scénarios aux autorisations pour avoir, en fait, pour pouvoir filmer. Et donc, il y a une deuxième vie qui est redonnée, finalement, à ce mouvement, que peut-être on changera si vraiment vous savez, les noms, les titres, tout ça, en linguistique, ça change comme ça, c'est-à-dire il faudrait que aussi la masse parlante, comme on dit en linguistique, il faudrait que la masse parlante aussi décide de ne pas accepter un mot, et peut-être à ce moment-là, ça se changera. Pour l'instant, on n'en a pas trouvé d'autres, donc
On verra comment ça se fera. Mais en tout cas, les caractéristiques de ce mouvement cinématographique, c'est que on ne demande pas les autorisations, on écrit son scénario sans demander les autorisations, et après on va filmer aussi sans autorisation, et on essaye de donc montrer les choses qu'on ne pourrait peut-être pas montrer si on était obligé de demander la censure, à la censure les autorisations. Et depuis Femmes, Vie, Liberté, donc les caractéristiques se sont plus serrées, c'est-à-dire qu'à chaque fois dans les films, on voit des femmes non voilées, à l'image de la société actuelle iranienne, ce qui n'était pas le cas en fait de cinéma underground avant le mouvement Femmes, Vie, Liberté. C'est-à-dire que tous les films de Panahi et Rasulov, si vous refaites attention aujourd'hui, si vous regardez L'Ours ou d'autres films de Panahi ou de Rasulov, vous verrez que même si c'est sans autorisation, aucune femme n'est jamais sans voile. Il n'y a pas de scène, par exemple, intime entre hommes et femmes, etc. Et la parole est encore moins libérée quand même. Tandis que à partir de Femmes, Vie, Liberté, la parole est extrêmement libérée. On voit dans ce film-là. Donc, on voit les femmes voilées et non voilées, donc à l'instar de la société actuelle iranienne. Et bien évidemment, une des caractéristiques de ce cinéma-là, c'est aussi une parole extrêmement explicite et didactique. Y compris dans la violence. J'ai l'impression, mais je pose la question à un spécialiste, qu'il y a un cinéma iranien qui montre de plus en plus la violence. Et là, chez Panahi, je ne crois pas avoir vu un film de Panahi où c'était aussi dur. Tout à fait, je suis d'accord. Donc l'explicite aussi dans la manière dont on veut montrer la violence. Donc ici, c'est vrai qu'il y a quand même cette avant-dernière séquence qui est assez pénible pour le spectateur, mais c'est fait exprès. Et aussi, par exemple, un autre exemple de Rasulov de l'année dernière, où on a une scène très longue où on voit cette femme enlever les balles du visage, en fait, de cette fille qui a été donc dans les manifestations. Et donc, c'est long, c'est pénible, mais c'est fait exprès. En tout cas, ça fait partie de la grammaire de ce cinéma-là, qu'on verra comment ça va évoluer finalement. Le film, c'était Les graines du figuier sauvage. Tout à fait, Les graines du figuier sauvage. Je voulais savoir si le film était visible en Iran et comment ce cinéma-là, ce cinéma d'après la nouvelle vague iranienne, comment est-ce qu'il est perçu ? Visible un peu plus tard sûrement, pas aujourd'hui parce que c'est un film non autorisé, donc il ne sera pas dans les salles iraniennes. Il sera visible sur Internet et les Iraniens le verront d'une manière illégale entre guillemets, c'est-à-dire téléchargement illégal. Alors en général, si les choses se passent bien, il arrive à un moment donné dans la tournée du film dans le monde, où ça arrive à un moment donné où les chiffres sont assez bons, et donc à l'international. Et donc le réalisateur, en général, lui-même décide de mettre son film sur le net pour les spectateurs iraniens. Parfois, ça ne se passe pas aussi bien, c'est-à-dire que le film est dans sa tournée internationale. Vous savez que l'argent est très important dans l'industrie cinématographique, mais à un moment donné, un des pays va sortir le DVD. Dès lors que le DVD sort quelque part, il y a toujours un Iranien qui va le mettre très vite sur le net en sous-titres persans. Et donc, du coup, tout le monde va pouvoir le voir en Iran. Donc, en général, c'est comme ça que ça se passe pour ces films-là. Et l'accueil donc pour ce film-là, on ne le sait pas parce qu'il n'est pas encore sorti, mais c'est cas par cas. Ce n'est pas quelque chose de général. C'est-à-dire les Iraniens sont, notamment en Iran, sont assez, ce sont des cinéphiles difficiles. Ils ont l'habitude de voir des bons films, ils voient tous les films internationaux. L'Iran est un pays extrêmement cinéphile et l'Iran produit énormément de films. Donc les Iraniens, ceux qui vont aller chercher sur Internet, regarder ces films-là, ils sont assez exigeants. Donc, c'est cas par cas. Il y a des films qui marchent très bien, d'autres où il y a beaucoup de critiques. Donc, ça dépend. Il faut attendre pour celui-ci, en tout cas. Bonsoir. Je rebondis directement sur ce que vous venez de dire. En fait, ce film, ses qualités cinématographiques et artistiques sont indéniables. Il y a plein de clins d'œil. La mise en scène est superbe. Avec toutes les contraintes, c'est assez extraordinaire. Quand vous avez parlé de souterrain,
Moi, ça me fait penser à La Source, en fait, avant qu'elle sorte. Forcément, elle est souterraine au début, donc voilà. Ça me fait penser aussi au film Les Chats Persans, et il y avait un autre film aussi sur la danse, et en fait, tous les deux étaient dans des caves. Je voulais dire qu'en fait, quelque chose qui m'a interpellé dans ce film, je voulais savoir avec vous si c'était la société actuelle qui était comme ça, ou si c'était une sorte de clin d'œil que fait le cinéaste. Le rapport à l'argent. En fait, il y a quelque chose d'assez étrange avec cette histoire des cartes tout le temps dans le film. Voilà. Merci. Oui. En tout cas, moi, ce que je préfère chez Panahi, c'est son humour. C'est vrai que c'est un cinéaste qui a énormément d'humour parce qu'il fait des films très difficiles et en même temps il y a des touches d'humour, il y a un peu de grotesque, il y a un petit peu d'absurde et c'est pour nous faire un petit peu respirer aussi en tant que spectateur. Et donc oui, il a mis beaucoup d'humour dans ces différentes parties de films, notamment par rapport à ce rapport à l'argent et c'est assez significatif de ce qui se passe dans la société iranienne. Mais vous savez, en fait, quand vous êtes dans une société où les pauvres s'appauvrissent de plus en plus et que la classe moyenne s'appauvrisse de plus en plus et que l'économie est malade et qu'il y a les embargos et qu'il y a la guerre qui arrive, etc. Donc, les gens sont de plus en plus avides de gagner un peu plus d'argent parce que les gens qu'on voit dans le film Demander de l'argent, ce sont des gens qui gagnent très, très peu. Je dirais quelqu'un qui est gardien d'un parking ou quelqu'un qui travaille dans pour faire de l'essence, etc. Donc, ce sont des gens vraiment qui gagnent très, très peu leur vie et on sait combien, en fait, l'inflation en Iran est énorme. Et combien les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Et donc, du coup, il y a ce rapport avec l'argent qu'on voit aussi dans d'autres films qui devient aussi, en fait, une des maladies de la société iranienne. C'est-à-dire que c'est quelque chose dans la société iranienne qui, un jour, devra s'améliorer, quoi, si le système s'améliore, je dirais. Merci. Je voulais, parce que je ne connais pas du tout la culture iranienne, et je voulais que vous puissiez préciser justement par rapport aux échanges de cadeaux, par rapport aux obligations quelque part. On voit ces personnages qui sont dans une affaire très très grave et qui sont arrêtés par des obligations culturelles par rapport à des événements. Ça, je voudrais des précisions par rapport à ça. Et de la même manière, je voudrais savoir si j'interprète mal avec la symbolique du chien. C'est-à-dire que le premier chien, il est écrasé et on finit par le zigouiller. Et puis petit à petit, on les voit, ils sont à deux doigts de se faire écraser, puis pas tout à fait. Et puis les derniers, on les entend juste aboyer, mais ils sont libres. Est-ce que c'est une erreur de ma part de penser que ça a un lien symbolique avec l'espoir des Iraniens peut-être d'être plus libres et d'être passés de... Voilà. Donc sur ces deux aspects ou les autres, pour les néophytes en culture iranienne, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur certains points qui sont vraiment typiquement... Alors, il n'y a jamais de fausse lecture. Donc le spectateur et la spectatrice que vous êtes tout à fait libre de comprendre ce dont vous avez envie. C'est le propre de l'œuvre d'art. Donc ne vous excusez jamais d'une lecture particulière que vous avez d'une scène. Je ne l'ai pas vu comme ça, en tout cas dans l'histoire des chiens, mais je pense qu'il y a quand même un clin d'œil à l'histoire des chiens en Iran. C'est-à-dire cette histoire où les chiens n'ont pas d'importance, il faut les tuer, etc. Et donc comme cet homme aussi, c'est un homme du système, etc. Donc le chien n'a aucun intérêt pour lui puisque en Iran, la loi autorise à ce qu'on arrête les chiens et les tue. Et puis après, c'est vrai que ça fait un clin d'œil. À chaque fois, on voit des chiens. Mais pourquoi aussi? Parce que du coup, ça fait référence au titre de film, un simple accident. Et que tout au long de ce qui arrive, c'est comme si, en fait, c'était l'histoire de ce chien-là qui a ramené peut-être, en fait, à ce que les choses arrivent de quelque part. Revenir à votre première question, oui, il y a quelque chose dans la culture iranienne qui est de l'ordre de quand il y a
un événement heureux, donc il faut donner aux gens autour et notamment aux plus démunis des offrandes en fait, c'est ce qu'on appelle des offrandes. Donc ça peut être de l'argent, des gâteaux, etc. Mais ça peut aussi être pour des enterrements quand vous perdez quelqu'un, etc. Tous les ans au même anniversaire, vous pouvez faire des offrandes, etc. Et donc là, ça fait référence à ça, c'est-à-dire que vous voyez une mariée, c'est normal, il faut donner des offrandes en fait aux gens que vous voyez, notamment les plus démunis, donc c'est-à-dire celui qui fait de la musique dans la rue ou celui qui a l'accueil de je sais pas quoi, etc. Donc oui, c'est quelque chose d'assez habituel en tout cas, je dirais. Je sens que vous avez envie d'aller au buffet et vous avez bien raison parce que nous on l'a goûté, c'est formidable. Avant de vous remercier, j'en profite puisque la salle est pleine pour vous dire que dans 2 semaines nous organisons avec l'UPEC le festival de la fiction politique. Un film iranien aurait eu toute sa place. Il n'y en a pas cette année, mais il y a un magnifique film ukrainien que je vous propose de découvrir qui s'appelle 2 procureurs, qui vous placera exactement comme on a été placé avec un simple accident, c'est-à-dire sous un bol totalitaire d'un régime ultra présent. Et c'était un peu, pour moi qui étais à Cannes, un peu la ligne de Festival de Cannes, où on a eu énormément de films, où on avait eu l'impression de vivre des moments totalitaristes. J'espère que ça ne nous dit rien de l'avenir. Je voulais remercier notre intervenante. Merci beaucoup d'avoir partagé ce savoir avec nous. Merci à Assal. Et puis remercier l'association des Iraniens de France qui nous offre ce buffet. Voilà, on vous attend dans le hall. Évidemment, Assal reste encore un petit peu avec nous. S'il y a des questions que vous n'avez pas osé poser, c'est le moment. Merci à vous d'être venus.